Bonjour à tous. Alors en effet, depuis beaucoup d'années, depuis plusieurs décennies, ce sont essentiellement les États qui s'étaient intéressés au spatial. Le privé avait une toute petite place, un petit peu. Mais aujourd'hui, le privé prend une très grande place. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entreprises aux États-Unis, entre autres, qui ont décidé que, il était temps de faire bouger les choses. Et ils vont essayer de trouver des techniques, des solutions pour changer complètement notre vision d'accéder à l'espace. Et vous allez voir que certaines sont assez agressives, dans le bon sens du terme, au niveau de leurs évolutions et de leur technologie. Voilà, c'est ce qu'on appelle, surtout aux États-Unis, le New Space, c'est-à-dire le nouveau spatial. Mais avant le New Space, les privés, ce sont les privés qui se sont intéressés au spatial au tout début, de façon très modeste. Un monsieur qui n'est pas connu, il y a un centre NASA qui porte son nom, c'est Robert Goddard. Il a fait la première fusée à ergol liquide, c'est-à-dire carburant et comburant. Liquide, c'est pas aller très haut, à quelques milliers de mètres de hauteur. Il y a le New York Times qui s'est moqué de lui. Il a dit « Le professeur qui veut viser la Lune a raté son objectif de 300 000 km ». C'était pas gentil. Mais le financement était la Smithsonian Institution. Alors ça, c'est un peu public aux États-Unis, mais surtout la fondation Guggenheim. Ça, c'est complètement privé. Bon, après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été... l'Amérique lui a demandé de travailler sur les moteurs d'avion, ce qu'il ne préférait pas forcément. Autre initiative privée, en Allemagne, une association, Verein für Raumschifffahrt, je ne connais absolument pas l'allemand, je ne sais pas le prononcer, fondée en 1927, et l'armée commence à s'intéresser à ces olibrius, on va dire, qui font des fusées. Et ce monsieur-là, c'est Werner von Braun. Oh, il est un petit peu connu, il s'est juste occupé des fusées, on va dire, des lanceurs, des Américains, ne serait-ce que déjà au moment du programme Apollo. Voilà. Il avait fait malheureusement aussi le V2 nazi. L'armée s'est intéressée à lui. Lui, il voulait que l'association fasse un accord avec l'armée, mais le reste de l'association a préféré ne rien faire. Bon, ils avaient historiquement raison. Après, évidemment, comme vous le savez tous, la conquête spatiale est devenue essentiellement une affaire étatique parce qu'il y a eu la course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ils ont tous les deux essayé d'aller sur la Lune. L'Amérique a réussi, le lanceur Saturn V, je pense que tout le monde connaît. Peut-être les gens connaissent moins la N1, fusée lunaire soviétique. 100 mètres de haut, 3000 tonnes au décollage, comme la Saturn V, sauf qu'elle, elle a fait 4 vols et 4 échecs. Il n'y avait personne dedans, c'était des vols automatiques. Si l'exploration et la science est restée entre les mains des États essentiellement, en revanche, très vite, les privés ont vu qu'on pouvait faire de l'argent avec le spatial. Télécommunications, observation de la Terre essentiellement. Même s'il y a une exception, par exemple le programme Copernicus, programme européen. Qui est un programme d'observation de la Terre, qui est un programme qui suit énormément tout ce qui est vent, la hauteur des marées, la hauteur des océans. C'est un programme vraiment qui est fait pour essayer de protéger les populations, de suivre les évolutions aussi du dérèglement climatique. Et les données des satellites Copernicus, que vous payez avec vos impôts, sont gratuites. Et à ce moment-là, tous les instituts scientifiques, mais même des sociétés privées, peuvent utiliser ces données pour améliorer la météo, pour faire des prévisions, etc. Le but de l'Union européenne, c'est de donner un outil qui va permettre de créer des emplois, des applications, et peut-être aussi d'améliorer la vie des citoyens européens. Dans le spatial privé, on s'en sort pas mal. Nous, l'Europe, je vous rappelle que Ariane Espace, qui exploite Ariane 5 notamment, reste quand même le leader du lancement commercial ouvert à la concurrence. C'est très important de préciser ouvert à la concurrence. Par exemple, aux États-Unis, une sonde américaine, un satellite espion américain ne peut décoller que sur un lanceur américain. En Europe, c'est parfois un peu plus compliqué. Néanmoins, on arrive parfois à envoyer des trucs américains. On doit notamment envoyer le prochain grand télescope spatial américain. Pourquoi ? Parce qu'on est en collaboration scientifique. Enfin, quand il sera prêt. Et oui, il est toujours en retard. Maintenant, il est tellement en retard qu'on se demande si c'est Ariane 5 ou Ariane 6 qui va le lancer. Et c'est pas une blague. Dans les années 80, il y a eu quelques essais, alors on ne peut pas tous les passer, sinon on y passerait des heures, il y a des tas d'histoires passionnantes là-dedans. Il y a des gens qui ont essayé, période Ronald Reagan oblige, libéralisme, etc. Il y a des gens qui ont essayé de faire du spatial totalement privé. C'est-à-dire, normalement, c'est les agences spatiales qui envoient des gens dans l'espace. Ce monsieur, un ancien des missiles Polaris militaires, a voulu créer la Volksrocket, ça veut dire la fusée du peuple. Le passager était là-haut, assis comme ça. Il fallait être courageux. Ça n'a pas abouti. Autre programme semi-privé, le DCX, le Delta Clipper. C'était un essai
de lanceurs mono-étage. C'est-à-dire en un seul étage, on va sur orbite, on largue le satellite, on redescend. Attention, ça c'était un prototype. Il ne s'agissait pas du tout d'aller dans l'espace. Il s'agissait de tester, de décoller et de revenir au sol. Ce qui est une idée qui n'a pas été perdue par tout le monde. Vous le verrez. Bon, c'était sans doute trop tôt, les années 80. La technologie était encore chère. En revanche, je ne sais pas si vous vous souvenez tous de ça, le 4 octobre 2004. Il y a un concours qui est lancé. L'objectif, permettre d'accéder en fait à l'espace 100 km. C'est la limite de l'espace, les 100 km. Et donc ce concours, on va récompenser l'entreprise qui arrivera à faire 2 vols consécutifs en franchissant les 100 km. Il recevra un certain nombre de millions de dollars pour pouvoir continuer. Peu d'entreprises ont réussi à aller jusqu'au bout et une majeure a été le Spaceship One, qui a réussi à dépasser les 100 km/h. Malheureusement, il a eu quelques petits soucis après parce que c'est un avion qui n'est pas facile à maîtriser. C'est un petit avion qui part sous un porteur. Et vous voyez que les ailes, là, ces espèces de grandes ailes qu'il a sur le côté, sont très, très mobiles. Et lors d'un vol d'essai, c'était d'ailleurs pas c'était son successeur. Les ailes se sont repliées, perte de contrôle, et il y a eu un accident assez grave. Donc vous voyez que c'est pas évident encore d'accéder facilement à l'espace pour les privés. Mais le Ansari X-Prize, qui porte le nom de Madame Ansari, qui est d'origine iranienne et qui vit aux États-Unis, qui est une touriste spatiale, le but c'était que le spatial s'ouvre au plus grand nombre. Et là on s'est dit, ça y est, la technologie spatiale est peut-être accessible même aux entreprises privées. Et tout le monde s'y est mis. On a eu dans tous les sens. Il y en a certains qui sont assez rigolos. Regardez à droite, en haut à droite, ça fait un peu, on dirait une méduse, en fait, une méduse de l'espace. Au milieu, en revanche, c'est un petit peu plus sérieux. Ce sont des modules gonflables. Et d'ailleurs, ces modules gonflables, un petit se retrouve actuellement dans l'espace. Mais d'autres ont été testés et il y aura sans doute leur présence d'ici peu. Voilà. C'est fini. C'était un ancien créateur de jeux vidéo. C'était pas inintéressant ce qu'il a fait. C'était pour faire un atterrisseur lunaire. Je crois qu'il continue. C'est Masten Aerospace. Lynx X-Core, en revanche, c'était un petit avion suborbital. À un moment, les rasoirs Philips vous faisaient gagner un vol à bord de cet avion qui n'a jamais existé, au bout du compte. Il n'a jamais quitté le stade de la maquette. Alors, le but, c'est quoi? Une révolution du marché spatial est dite. On veut encourager de nouveaux acteurs privés, créer des emplois et stimuler une nouvelle approche. Alors, on va faire une petite photo du marché actuel. Ça, c'est les lancements en 2017. Les États-Unis, 29 lancements. Vous remarquerez qu'il y en a 18 attribués à SpaceX, un privé, sur 29 lancements, c'est-à-dire plus de la moitié. La Russie, 18, un échec, dont 4 vols habités vers l'ISS, puisque ce sont les seuls qui envoient des astronautes vers l'ISS. La Chine, qui les talonne, 18, un échec. Et là, c'est l'Europe, le centre spatial guyanais, mais il faudrait enlever 2 Soyouz russes là-dedans. Parce qu'on lance depuis le centre spatial guyanais, on lance des Soyouz russes en accord avec eux, le Japon et l'Inde. Vous voyez que la Chine n'est plus une puissance spatiale émergente, c'est une puissance spatiale tout court. Alors la part des privés là-dedans, ça, c'est le nombre de satellites, la masse en fonction du pays propriétaire. Et là-dedans, vous avez des privés, essentiellement des opérateurs de satellites de télécommunications, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire avec un satellite de télécommunication. La société SES, qui est une société européenne qui est basée au Luxembourg, elle fait une marge de 20 à 30% sur ces satellites. Donc c'est un business rentable. Après ça descend, je vous fais remarquer que la Chine est le numéro 2. L'Europe est ici, ça c'est essentiellement les satellites Sentinelle, mais il faut savoir que dans ce paquet-là, il y en a un paquet qui a été envoyé avec Ariane 5 quand même. Mais voilà le marché, c'est un marché assez petit, hein. On parle de plusieurs dizaines de vols par an, mais certains pensent qu'on peut faire plus. Même quand on parle des constellations, parce que vous entendrez certainement parler de constellations de satellites à coût de 200, 300, 700, 1000 satellites. À chaque fois, il s'agit de petits satellites. Donc on ne va pas les envoyer 2 par 2 avec un lanceur, mais plutôt par des grappes d'une dizaine ou d'une vingtaine de satellites, et qui, eux, seront sur des lanceurs, éventuellement des privés ou des étatiques. Et c'est là qu'on commence à avoir des privés qui ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a qui disent les constellations, on les lance par grappe, comme vient de dire mon épouse, et il y en a qui disent non, on fait un petit lanceur pas cher et on les lance par 3 ou 4. Qui va gagner? Qui aura raison?
On va bien voir, c'est un peu Coca-Cola, Pepsi-Cola. Alors il y a des idées un peu fantasques à très long terme, comme celle-là, un astéroïde. L'idée était de capturer un astéroïde, de le ramener en orbite quasiment autour de la Terre et d'exploiter ce que l'on pouvait trouver dessus. Il ne faut pas se louper. Oui, parce que sinon, boum. Disons que s'il y a un câble qui casse, on n'est peut-être pas forcément tranquille. Alors, ils ont quand même, c'est une société américaine qui a créé une filiale au Luxembourg, parce que le Luxembourg a fait passer des lois qui autorisent l'exploitation des astéroïdes. C'est aussi, bon, outre, on va dire, les avantages fiscaux du Luxembourg. Voilà. Bon, ils veulent commencer avec un petit robot qui se posera sur un astéroïde et on va tester les technologies pour pour prendre le minerai des astéroïdes. Là, ils pensent à très, 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 très long terme. Et ils commenceront sans doute par ça, un petit télescope qui va repérer les bons astéroïdes. Et vu qu'on est dans le privé, qu'on veut faire de l'argent, ils essayent de convaincre les États. Ils disent aux États, vous avez besoin pour vos programmes scientifiques de repérer des astéroïdes, ne construisez rien, on va le faire pour vous, et on va vous le louer. Bah, ma foi, il n'y a pas de petits bénéfices. Mais bon, pour l'instant, ils n'ont rien construit, ils n'ont rien lancé. Après, vous avez des associations. Ils sont au Danemark, ceux-là. Vous voyez l'installation à droite, là, dans la petite capsule? Qui serait partant pour s'installer là-dedans et tester? Je ne sens pas beaucoup de gens motivés, là, hein, quand même. Ah, un monsieur courageux ou téméraire. Ou inconscient. Voilà. Vous vous rappelez la Volksrocket de Truax? Voilà. Donc ça, c'est une association au Danemark qui utilise le crowdfunding. Ils ont réussi un vol dernièrement, vol d'essai, et en effet, ils veulent monter à 100 km. Pourquoi pas? Copenhagen suborbital. Alors il y a une histoire incroyable, le fondateur a été raté pour meurtre, bon, mais il ne fait plus partie de l'association, enfin, c'est comme ça. Après, il y a des gens qui paraissent fantasques et qui sont en fait très sérieux. Voilà, Monsieur Bigelow est on va dire, une personne qui a pas mal d'hôtels à Las Vegas. C'est un entrepreneur. Et puis il s'est dit, dans le fond, Las Vegas, c'est cool, hein, c'est au milieu du désert, on a fait quelque chose d'assez fantastique, des casinos. Et pourquoi pas tester ça dans l'espace? On va faire une Las Vegas dans l'espace. Alors, ce n'est pas tout à fait une Las Vegas dans l'espace, n'empêche qu'il a développé le principe de modules gonflables qui pourraient être assemblés et servir d'hôtel dans l'espace. Voilà. Il s'est dit, j'ai fait des hôtels en bas, je vais en faire là-haut. L'avantage du gonflable, c'est que ça part tout recroquevillé, tout aplati, ça ne prend pas beaucoup de place. Et une fois qu'on l'a mis en orbite, on déploie, on s'installe dedans et on a un nouvel habitat. Inutile de dire qu'on s'est un peu moqué de lui. Sauf qu'on avait oublié qu'il était capable de mettre des dizaines de millions de dollars dans son entreprise et il a construit ça à Las Vegas. Ça, c'est son usine de construction de tests. Voilà ce qu'il envisage à l'avenir, une station privée à base de modules gonflables. Et si ça vous fait encore rire, sachez qu'il est passé à l'acte. Voilà, vous avez le BIM. C'est le premier petit module gonflable qui a été testé sur l'ISS. Il y est depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ils ont attendu, au bout d'une année, il était juste en test. Régulièrement, les astronautes ouvraient l'écoutille, vérifiaient que tout était bon, tout se passait bien. Et à partir du moment où tout était conforme, après plus d'1 an, 1 an et demi de test, ils se sont dit, pourquoi ne pas se servir de cet endroit? C'est devenu une zone de stockage. Voilà, ils ont une armoire complémentaire. C'est arrivé, c'était tout plié au départ. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est une technologie NASA au départ, à laquelle la NASA n'a pas cru, qu'elle a mis de côté. Monsieur Bigelow est venu en disant « ça m'intéresse, je vous achète la licence d'exploitation ». Et au bout du compte, la NASA l'a repayé pour faire ce qu'elle savait faire il y a plus de 10 ans. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est dans la logique d'aider les privés à prendre pied dans l'espace. Après, vous avez des idées un peu bizarres. Bon, moi, je ne suis pas physicien, mon épouse non plus, on n'est pas scientifique. Mais comment vous dire, spin launch, donc c'est le principe de la fronde. Donc le truc qui est là, on le met dans la pièce là-bas, sous vide, on tourne très vite, puis à un moment on ouvre une porte et ça part. On ne sait pas trop où d'ailleurs, hein. En théorie vers l'espace. Bon. Là j'avoue, je ne sais pas. Ils ont quand même obtenu quelques dizaines de millions de dollars d'investissement d'investisseurs privés. Alors soit ils ont une idée géniale, et je suis à côté de la plaque, soit les gars qui ont mis l'argent là-dedans n'ont pas assez fait d'études scientifiques.
Peut-être qu'ils n'écoutaient pas les cours de physique. Hein. Voilà, donc écoutez votre prof de sciences physiques pour investir. Après, parfois, le privé connaît des échecs. Disons, ils veulent peut-être aller trop vite. Vous avez peut-être entendu parler du prix Google Lunar X Prize. On a proposé 20 millions de dollars à qui se posait sur la Lune avec un petit rover automatique, je précise, automatique. Il y a eu pas mal d'entreprises, je crois une bonne dizaine au départ, ça s'est réduit au fur et à mesure, parce qu'en fait, dans le cadre de ce genre de concours, vous devez valider certaines étapes. Et à chacune des validations, vous obtenez un peu quelques sous et une autorisation de continuer. On a laissé en route un certain nombre d'entreprises. Il y a une entreprise comme Audi, oui, marque de voiture, qui fournissait entre autres, je crois, tout le rover, toute la partie rover. Et finalement, personne n'a été capable, même avec une prolongation de date, d'arriver aux conditions demandées pour gagner le prix. Donc ils ont jeté l'éponge parce qu'ils avaient prolongé de près d'1 an, je crois, ou 1 an et demi. Et ils ont dit, bon, on laisse tomber, on n'est pas prêt, personne n'est prêt à faire un petit rover dans les privés et à l'envoyer sur la Lune. Surtout qu'en fait, la somme à gagner était largement inférieure à l'argent qu'il fallait mettre pour faire ça. C'était la même chose pour le Spaceship One, mais on vous expliquera comment ils y sont arrivés après, parce qu'il va revenir, le Spaceship One. Alors, ceci dit, il y a des gens qui n'ont pas laissé tomber. Et vous avez les PT Scientists, ce sont des Européens, c'est ceux qui ont la chance d'avoir le rover Audi comme partenaire et Vodafone aussi. Et ils veulent envoyer prochainement un petit atterrisseur sur la Lune. Alors l'idée géniale, c'est que l'atterrisseur va communiquer avec le rover en 4G. Ce qui permet à Vodafone de dire « nous allons amener la 4G sur la Lune ». Ça fait de la pub. Et on va emmener à bord, il y aura plusieurs petits passagers, on va dire, et notamment Sanctuary, qui est un projet dans lequel Jean-Philippe Uzan, je crois que vous connaissez bien sur le festival, participe. Il s'agit d'emmener une mémoire de l'humanité sur la Lune. Donc c'est un beau projet, ce sera bien, moi j'aimerais bien que ça marche. Un privé pourrait se poser sur la Lune prochainement. Et sachez que la NASA a lancé il y a déjà quelques années, c'est assez peu connu, Lunar Catalyst. La NASA s'est adressée aux sociétés privées, elle a dit « aidez-moi à concevoir un service privé de cargo sur la Lune ». Autrement dit, la NASA paiera un billet d'avion, entre guillemets, pour amener un cargo sur la Lune. Ça existe depuis plusieurs années. La NASA n'a pas obtenu le droit de donner de l'argent, en revanche, elle a le droit de donner son savoir-faire pour que des sociétés privées aillent sur la Lune. Toujours cette logique d'aider le privé à prendre pied dans l'espace. Alors quel intérêt un cargo ? Tout simplement, pas amener des affaires, pas amener des vêtements pour les futurs astronautes qui se poseront sur la Lune. Non, non. En fait, ce seront des cargos. On parle de peut-être mettre les cendres d'un proche qui aurait aimé aller sur la Lune, devenir astronaute, mettre de la mémoire, mettre des choses comme ça, des souvenirs. Voilà. Ou amener, si après on arrive à être suffisamment performant, amener des instruments scientifiques d'université, voire d'agences spatiales, pour un coût inférieur à un programme étatique classique. Mais le véritable départ de cette privatisation, c'est 2006. En 2006, le président George W. Bush, fils, a décidé que la NASA devait retourner sur la Lune. L'administrateur de la NASA, Michael Griffin, qui est ingénieur de formation, savait qu'il n'y avait pas les sous pour continuer la Station spatiale internationale et retourner sur la Lune. Il a dit « je vais privatiser la desserte de la Station spatiale internationale pour faire des économies ». Et là, il se tourne vers les privés et il dit « combien ?» Mais combien, c'est-à-dire avant la NASA concevait le lanceur, Boeing, Lockheed Martin, les gros, fabriquaient le lanceur en faisant des devis et des factures au fur et à mesure qu'on construisait, donc ça montait, et on exploitait, c'était la NASA en fait qui exploitait. Là, ils achètent un billet d'avion, c'est-à-dire ils disent à un privé, j'ai besoin d'amener tant de tonnes en temps de vol, combien, prix fixe, on ne bouge plus. Et là, les gros, les habituels, ils font ça. On ne travaille pas comme ça, monsieur. Voilà, ça n'intéressait personne en fait. Sauf des petites entreprises qui se sont dit il y a peut-être une petite place à prendre là. Alors autant en profiter. Et c'est comme ça que la desserte de l'ISS est revenue à Orbital ATK avec le cargo Cygnus, dont la partie pressurisée est faite en Europe, elle est faite en Italie à Thales Alenia Space, à Turin, et la Dragon, la capsule Dragon de SpaceX. Ce sont les deux qui, après plusieurs mois de compétition avec d'autres, ont fini par être retenus et ont gagné ce droit à desservir l'ISS. Alors, c'est des contrats en milliards de dollars.
Mais la NASA n'a pas lâché comme ça $1 milliard à SpaceX. Sur plusieurs années, ils leur ont demandé de faire des étapes techniques précises, par exemple être capable de faire une chambre de combustion de réacteur, etc. Et ils ont donné de l'argent pour les aider. Alors on va parler du premier qui est le moins connu, parce que celui-là c'est un peu the elephant in the room, comme on dit en anglais. On va parler d'Orbital ATK. Voilà. C'est pas tout à fait le nom. Ah oui, je corrige. Bah oui, ils ont été rachetés. Ils viennent tout juste d'être rachetés par Lockheed Martin. Ceux qui n'étaient absolument pas intéressés par la desserte de l'ISS autrefois, qui finalement, après le succès d'Orbital ATK, s'est dit pourquoi pas les récupérer et récupérer le succès avec. Parce qu'il faut savoir que les Cygnus, le premier contrat était un contrat de 9 Cygnus, c'est-à-dire un premier de test et 8 de desserte régulière. Et puis ça fonctionne tellement bien, c'est tellement bien, non seulement le cargo Cygnus a été agrandi en taille, mais en plus ils ont re-signé un contrat d'une 12aine de Cygnus pour continuer la desserte de l'ISS. Alors mon épouse, le cargo Cygnus, elle connaît bien, elle en a vu la naissance en Italie, donc je suis officiellement jaloux. Voilà, ce sont tous les petits cargos. Je sais qu'il y a eu une salle à un moment donné où j'en ai vu 5 installés dedans à différents stades de fabrication. C'est dérivé quelque part parce que c'est la même société qui a fabriqué les ATV qui ont desservi aussi les SS, c'est-à-dire les cargos européens. Donc là, avec les Cygnus, étant donné qu'il y avait un savoir-faire excellent, ils ont récupéré toute cette technologie pour fabriquer des cargos qui desservent tout ce qui est matériel et autres dorénavant. Et là, on est en Italie, on n'est toujours pas aux États-Unis. C'est de l'aluminium, hein, de 5 mm d'épaisseur, donc vous imaginez, c'est pas très très épais, mais c'est très efficace. Et après, ça part aux États-Unis, à Wallops. À Wallops, intégration sur un petit lanceur crayon, un tout petit lanceur, qui s'appelle l'Antares. Enfin, petit, tout est relatif, hein, parce que pour moi, c'est un gros truc, ça, hein, mais bon. Mais petit par rapport aux autres. Certes. Voilà un petit Cygnus qui est accroché à son support. C'est un petit. Vous pouvez voir, il a 2 anneaux seulement. Les nouveaux, maintenant, ont 3 anneaux, ce qui permet d'avoir une capacité nettement plus grosse pour emporter énormément de choses auprès de la Station spatiale internationale. Le pas de tir, loué à la NASA, privatisé en quelque sorte, avec le lanceur. Ah, c'est cool, hein, on est en bord de mer. Le voilà. Wallops, c'est en Virginie. C'est à quelques centaines de kilomètres, un petit peu moins, oui, 150 kilomètres de Washington. Donc c'est vraiment plutôt en haut, alors qu'on a l'habitude de voir décoller de Californie ou de Floride. Les cargos Cygnus partent essentiellement depuis Wallops. Une toute petite base. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est celui que tu as vu. Oui, c'était le premier cargo Cygnus qui était au bout. Le tout premier, qui était le prototype en théorie, mais qui est quand même parti chargé. Et comme ça s'est très bien passé, c'était un bonus, puisqu'au lieu de 8 plus 1, ça a été 9 complets. C'est ce qui fait que ma femme voit plus de lancements que moi, parce qu'elle écrit sur un magazine papier, moi j'écris sur le web. Le magazine papier, c'est nettement plus sérieux, évidemment. Sur ce, je suis jaloux officiellement. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on arrive sur orbite. Donc le cargo Cygnus est attrapé avec le bras robotique. Il est amené jusqu'à une écoutille, jusqu'à un endroit de fixation, et ensuite, on ouvre avec précaution. Vous voyez qu'ils ont des masques, tout simplement parce qu'il peut y avoir des petites fibres d'aluminium, des petites particules qui flottent encore dans l'air, donc ils font attention à ne pas prendre ça dans les yeux ou au niveau de la respiration. Et ensuite, tout simplement, une fois que la porte est ouverte, ils prennent tout ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est une mission spatiale privée. La NASA, certes, elle regarde un peu parce qu'elle est sous contrat, mais ce n'est pas la NASA qui a conçu le lanceur, ce n'est pas la NASA qui opère le lanceur, ce n'est pas la NASA qui fait la mission. C'est une mission spatiale privée, sous contrat, avec la NASA. On va voir un décollage. Alors on vous dit que c'est un petit lanceur. Ils en ont lancé énormément. L'Antares est un lanceur qui fonctionne très bien. Presque tout le temps. Soyons honnêtes, ils n'ont eu qu'un échec. Il y avait un Cygnus là. Donc tout ce qui était dedans était un petit peu brûlé. Encore que le fabricant était très content de me dire que
bien que le Cygnus ait atterri dans des conditions particulièrement mauvaises, il était presque entier. Alors je lui ai demandé, mais est-ce qu'on pouvait récupérer ce qui était dedans? Il m'a dit, quand même pas. Mais ils étaient très fiers de me dire que le Cygnus était presque entier. C'est pour rappeler que le spatial, c'est difficile. Je rappelle que même les agences spatiales ont connu des difficultés, mais ce n'est pas évident. Et ils sont repartis en vol. Voilà, ça c'est un gros, et on les différencie bien non seulement par les trois anneaux, mais en plus par les panneaux solaires qui ont complètement changé de forme, qui sont maintenant en rond. Ils ressemblent un peu à ceux qui servent pour la mission InSight, la mission qui est partie vers Mars au mois de mai, c'est-à-dire ça se déploie en éventail. Et l'autre qui a obtenu le marché des cargos, qui est ce marché qui encourage les privés à aller vers l'espace, vous le connaissez sans doute, c'est SpaceX. Qui connaît SpaceX dans la salle? Alors attendez, je vais dire, qui ne connaît pas SpaceX? 1, 2, quand même. Je crois qu'on est à moins de 10. Vous allez découvrir plus en détail. Alors SpaceX, vous savez qui est derrière SpaceX? Qui est le patron de SpaceX? Eh bien en fait, pas tout à fait, mais ça on verra plus tard. C'est le patron, mais ce n'est pas le président de SpaceX. Donc un homme assez, on va dire, clivant, né en 71, où ça, pas aux États-Unis comme on le croit. En Afrique du Sud. Elon Musk est né en Afrique du Sud et il avait une passion, c'était l'espace. À l'âge de 15 ans, il a décidé qu'il voulait faire quelque chose en rapport avec l'espace. Il voulait absolument emmener des gens dans l'espace. Donc il a quitté son Afrique du Sud natale. Il est parti chez un oncle qui était en principe au Canada, qui entre-temps avait immigré aux États-Unis. Et donc il a fini par atterrir aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est arrivé avec rien sur lui, mais rien du tout. Il a commencé par essayer de faire des petites sociétés, de vivoter, de dormir sur un matelas à côté d'un bureau. Et petit à petit, il a essayé de créer son rêve. Alors soyons très clairs, moi c'est quelqu'un que je n'aimerais pas avoir comme patron, parce qu'il doit être épuisant. C'est sans doute un hyperactif, hyper exigeant, qui court tout le temps, qui demande à ce qu'on pense aussi vite que lui, mais il faut avouer aussi qu'il a remué, il a secoué la poussière au niveau des lanceurs parce qu'il a complètement révolutionné la façon de penser. Alors attention, ce n'est pas juste un golden boy qui a eu une idée, il a quand même commencé un doctorat en physique à Stanford. Donc il faut déjà rentrer. Il a interrompu ses études pour créer 3 fois rien, une petite société qui s'appelait Zip2, qui après a inventé un système de paiement que je pense tout le monde ici connaît, qui s'appelle PayPal. Et il l'a vendu. Et au lieu d'acheter une île privée avec une maison dessus, il a décidé d'investir dans le spatial avec ce lanceur-là, que tout le monde a oublié, le Falcon 1. Bon, le Falcon 1, c'est pas génial. 5 vols, 3 échecs. Et en plus, les 3 premiers vols, c'était 3 échecs. Mais il a tenu. Ouais, ça doit être à cause des arbres à côté. Ouais. Et, bon, il faut savoir que quand il a dit à la NASA « Je suis candidat », ça n'avait même pas volé, ce truc-là. Donc, il est capable de motiver les équipes. Et il a créé avec ses équipes, parce qu'il est capable de recruter des gens très doués, il a créé le lanceur Falcon 9. Le Falcon 9, c'est un lanceur assez classique. Rayon, là, qu'est-ce qu'on a? On a 9 moteurs, alors ça, c'est un petit peu inhabituel. 9 moteurs. Kérosène, oxygène liquide. En haut, kérosène, oxygène liquide aussi, mais c'est le même moteur. Comme ça coûte moins cher. On utilise le même moteur en haut et en bas. Sauf que là, on en met 9 parce qu'on a besoin de plus de puissance, et là, on n'en met qu'un. Une coiffe et le satellite. Le Falcon 9 a une particularité dans le spatial qui est assez unique. Sur chaque vol, c'est jamais la même version qui a volé après. Il y avait toujours une amélioration, un truc en plus. C'est inhabituel dans le spatial. Sur Ariane 5 qui est figé, si vous devez changer un boulon, il va y avoir 36 rapports à faire. Là-bas, ça va beaucoup plus vite. Le Falcon 9 a doublé de puissance depuis son premier vol qui était en 2010. Doublé de performance. C'est assez unique dans le spatial. Et on va vous montrer ce qu'ils font quand ils font une mission avec la capsule Dragon. Vous allez voir aussi, c'est une vidéo SpaceX. Vous allez voir que la façon de communiquer des privés, notamment de SpaceX, ça n'a rien à voir avec la communication de grand-papa dans le spatial. En musique. Pour réduire les coûts, il a trouvé une solution. Tout est fabriqué sur place. On ne fabrique pas des morceaux à droite et à gauche dans le pays, dans différents États. Tout est fait au même endroit. Il fabrique en Californie et il amène
soit à Vandenberg en Californie, soit en Floride. Et les cargos, c'est toujours la Floride. L'arcage deuxième étage. Allumage. Regardez le moteur, la tuyère qui est refroidie par son propre carburant. Nettoyage du panneau solaire. Et la capsule. La capsule, le lanceur, le système d'approche, tout est made in SpaceX. On l'attrape. Le centre de contrôle est privé, c'est pas celui de la NASA, c'est celui de SpaceX. Vous voyez les gens derrière? Ce sont les équipes. Là, vous entendez Don Petit, qui est un astronaute NASA, qui dit en gros, il dit qu'il a été impressionné par le niveau d'ingénierie du Dragon et que pour lui, ça ne posera aucun problème de voler dans un Dragon version habitée. Et le Dragon a une particularité, c'est le seul cargo qui va venir sur Terre. Tous les autres cargos, que ce soit le Cygnus d'Orbital ATK, que ce soit le cargo Progress russe, que ce soit le HTV japonais, on met les poubelles dedans, ils rentrent dans l'atmosphère, ils brûlent et disparaissent complètement. La capsule Dragon est la seule qui redescend sur Terre et c'est un très gros avantage, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des expériences là-haut, les réaliser, les renvoyer pour le retour et les scientifiques peuvent récupérer pour analyser les données, pour étudier, voir ce qui s'est passé. Alors on va vous présenter le vrai patron de SpaceX au jour le jour. Gwynne Shotwell. Une femme de tête. J'ai assisté à 2 ou 3 conférences avec elle, dont une qui était réservée aux femmes dans l'espace. On n'est pas très nombreuses, donc c'était une chance. Je peux vous dire qu'il faut une sacrée poigne pour être face à Elon Musk, et elle a la poigne. C'est probablement la femme la plus puissante dans le spatial privé, et c'est même, sauf erreur de ma part, la seule femme qui dirige une compagnie de lancement au monde. Elon Musk l'a recrutée parce que c'est quelqu'un qui sait décortiquer les CV. Avant, elle a travaillé pour Aerospace Corp. Vous ne connaissez pas, je pense. C'est une société qui est sous contrat avec le Pentagone pour s'occuper du spatial militaire. Comme par hasard, SpaceX a maintenant obtenu la licence pour faire des vols militaires, envoyer des satellites. Ce n'est pas un hasard. Il savait qu'il avait besoin de quelqu'un qui était apprécié du métier, qui avait de la compétence et qui savait comment parler à son futur client très exigeant, c'est-à-dire l'armée américaine. Maintenant, on va vous montrer un autre film SpaceX et on va vous expliquer quelle est la botte secrète de SpaceX. Attention, ne vous méprenez pas, on ne fait pas l'apologie de SpaceX, loin de là. Ce sont les privés qui nous intéressent et surtout ce qu'ils ont pu apporter depuis très peu de temps au spatial et au lancement d'une manière générale. Ils ont complètement révolutionné le mode de pensée. J'ai assisté à des conférences de presse il y a 5 ans et 7 ans au Bourget, de grands chefs d'agence de France et d'Europe qui disaient « SpaceX, Elon Musk, qui sait ?» Quand il aura réussi à faire quelque chose et quand il aura une commande dans son carnet de commandes, on en reparlera. Je peux vous dire que le discours a largement changé et qu'aujourd'hui, ils le prennent très très au sérieux. Donc les 2 centres de lancement, en Californie et en Floride, sont SpaceX. Le lanceur, là c'est un lancement de plusieurs satellites de télécom Orbcom. Jusqu'à maintenant, c'est du lancement normal, on va dire. Rien d'extraordinaire par rapport à d'Ariane 5, etc. C'est un pas de tir, un ancien pas de tir militaire loué en Floride par SpaceX. Et c'est parti. Les 9 moteurs. Bon, on monte. Avec celui-là, on va pouvoir faire le coup du boom. Ça va bien se passer. Ils ont eu 2 échecs, quand même, SpaceX. Vous avez vu que l'an dernier, en 2017, ils ont fait 18 lancements. L'année d'avant, ils avaient plafonné à 8 ou 9.
cette année, ils en ont 30 de prévus et je crois qu'il y en a eu un ce matin. C'est 20, ouais. On en est à 20, 22 20, je crois que c'est 20. Si on compte pas le Falcon Heavy. sans compter Et le regardez, Falcon. chez SpaceX, on fait quelque chose que personne ne fait en lancement orbital. Oui, oui. Le premier étage revient sur Terre. Il y a 5 ou 6 ans en arrière, on disait c'est impossible. Mais c'est pas ça le secret de SpaceX. Non. Vous allez le voir, le secret de SpaceX. Il est là. Ce sont les équipes. Les équipes ont travaillé. Ce sont des relativement jeunes. La moyenne d'âge est plutôt entre 30 et 35 ans. Mais on pourrait croire que c'est une secte. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, sans doute épuisés. Il y a un gros turnover parce que c'est épuisant de travailler avec Elon Musk. Mais n'empêche qu'ils veulent tous travailler avec lui parce qu'ils ont l'impression d'écrire le futur. Et on a montré ce film l'année dernière aux jeunes du festival Astro Jeunes. Quand ils ont vu les images juste avant, il y a un jeune qui s'est exclamé « Ah ouais, ils sont à fond !» Et c'est vrai. Ils ont l'impression d'écrire le futur. Bon, on n'oublie pas quand même de larguer les satellites du client. Hein. Récupérer les tâches, c'est sympa, mais il ne faut pas oublier de faire la mission quand même. Alors, comment ça marche une récupération d'étage? Là, c'est pas simple. Voilà. C'est pas petit, hein. Oui, pardon, ça fait 50 mètres de haut le truc qui revient. D'accord? Donc, on décolle, ça c'est classique. Un lanceur, ça fait une courbe, contrairement à ce qu'on croit, ça ne va pas tout en haut. Et là, regardez ce qui se passe. Là, on largue. Le deuxième étage va faire la mission classique, mais le deuxième étage ici fait un demi-tour. Oui, on fait un demi-tour avec un étage de fusée. Oui, vous voyez bien, le premier étage fait un demi-tour et redescend. Il se pose. Au choix, sur la terre ferme ou sur l'eau. Voilà ce que ça donne. 50 mètres. Quand même. On a du mal. Hein. Sur une barge, au milieu de l'océan. Barge automatique, il n'y a personne, hein, ça peut être dangereux. Pour avoir une idée de la taille, il revient au port, les gens, ils sont... On le là. voit mieux, voilà. D'accord? Et qu'est-ce que ça donne en vidéo? Attention, c'est spectaculaire. Ouverture des jambes. Ce ne sont pas des images de synthèse, hein, c'est pour de vrai, et il en a fait un paquet. Et d'ailleurs, le premier étage réutilisable, réutilisé, était avec une entreprise privée, c'était avec SES. Les luxembourgeois qui sont toujours prêts à avoir des économies. Alors on se pose aussi sur des barges en mer. Voilà. Hop. Allez, allez. Hop, top, top, top. Aïe, 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 aïe. Tiens le coup, 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 tiens. Ah ben non. Ah ben non, ah ben non, ah ben non. Ah zut. Ah ouais, ça se finit toujours comme ça. Ils ont eu quelques petits ratages au début, quelques-uns, mais pas beaucoup. Alors, c'est là où on voit que SpaceX est quand même fort en com. Ils sont capables de faire une vidéo de promo basée sur leurs échecs. Et écoutez la musique, en plus. Ah oui, la musique est vraiment excellente. C'est cassé après avoir tombé. Je traduis un peu. La fusée va bien, c'est Elon Musk. Oh non, c'est juste une égratignure. Pas assez d'oxygène liquide. Pas assez de fluide hydraulique. Techniquement, ça s'est posé, mais pas en un seul morceau. Problème sur une valve de shuttle, c'est le petit truc en haut qui permet de tenir la fusée. Ce n'est pas une explosion, c'est un désassemblage rapide non prévu. Une jambe qui va mal. La caméra aussi va mal là. L'entropie est un mot solitaire. L'atterrissage s'est mal passé. La course du véritable amour ne va jamais tranquillement.
Dans un sens, dans l'autre. Ça, c'est un problème de radar sur la barge automatique. Ça bouge trop. C'est accéléré. Ça arrive un peu vite. Premier atterrissage de barge. Barge qui s'appelle en général I Still Loving You. Je t'aime toujours. Et l'autre, c'est Just Read encore. The Instructions. Contentez-vous de lire les instructions. Donc c'est quand même fort parce que je vois mal Ariane Espace faire un film de promotion basé sur les échecs d'Ariane. Donc bon, il y a un problème culturel. Avec le Falcon Heavy, ils ont recommencé. La fusée la plus puissante du monde actuellement est développée par un privé. Ils nous ont encore fait une jolie vidéo. C'est un peu leur spécialité, puis ils adorent mettre des caméras partout. C'est vrai que ça nous a permis, nous journalistes, on adore ça, avoir de belles images. Et c'est vrai qu'on a eu toutes ces images de caméras embarquées qui nous ont permis de découvrir les détachements de coiffes, d'étages, etc. Falcon Heavy. Il faut bien dire que la Tesla, c'est pas parce qu'il a voulu envoyer sa voiture. Le Falcon Heavy, c'est ni plus ni moins que 3 Falcon 9 réunis avec l'étage central, enfin la partie centrale qui est un peu plus haute. Et pourquoi ? Parce que ça a fait du buzz. Hein. Tout le monde a entendu parler de cette voiture. Elon Musk, complètement barjot, qui a envoyé une voiture dans l'espace vers Mars. Et en fait, tout simplement, il a proposé la place à tout un tas d'opérateurs en leur disant, voilà, je vous offre une place sur ma Falcon Heavy pour votre satellite. Et alors, aussi étrange que ça puisse paraître, il n'y en a aucun qui a voulu mettre un satellite à plusieurs millions de dollars sur la Falcon Heavy. Bon, il faut dire aussi qu'Elon Musk avait dit que ça avait une chance sur 2 de péter au décollage. Donc il a dit, on va faire un truc rigolo, et il a mis sa propre voiture. Du coup, ça lui a fait la com. Alors l'étage central, il a loupé de très peu la barge. En revanche, quelques mètres, parce qu'un moteur est tombé en panne. Alors la combinaison, c'est pas rien, c'est la combinaison qu'utiliseront les astronautes NASA. Là, ça arrive en supersonique. Alors, regardez ça. Je sais que nous, à la maison, même nos enfants qui ont 17 et 20 ans, on dit c'est de la science-fiction. Voir 2 premiers étages atterrir ensemble, côte à côte, c'était juste sublime. Et là, on se dit, il va vite, le gars, peut-être qu'il nous emmènera bientôt. Alors sur la voiture, il y a ça. Fait sur Terre par des êtres humains. Voilà. Là, vous avez 2 étages de 50 mètres de haut qui reviennent se poser sur Terre à quasiment 20 cm de précision. Le but, c'est réutiliser les étages pour que les lancements soient moins chers. Alors moi, Elon Musk, on m'a dit, il ne fera pas voler de fusée. Après, on m'a dit, il ne va pas récupérer. Quand il a récupéré, on m'a dit, il ne va pas réutiliser. Quand il a réutilisé, on m'a dit, ça ne sert à rien. Maintenant, j'attends. Peut-être qu'il va se tromper, ce coup-là. Et il veut même récupérer les coiffes. La coiffe qui descend sous parachute. Et il y a un bateau avec un filet qui l'attrape. Bon, enfin, qui essaye de l'attraper, pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Mais ça va venir, ça va venir. Ceci dit, Musk et surtout SpaceX, ce n'est pas une entreprise, enfin une œuvre caritative. Ils ont bien l'intention de faire de l'argent avec. Donc s'ils ont fait des calculs, si des comptables, des financiers ont fait les calculs en disant ça vaut le coup de récupérer, il doit y avoir une raison. Ah, oui, une coiffe, ça coûte 5 millions de dollars. Donc chaque morceau là, c'est 2,5 millions de dollars. Voilà. Alors après, il y en a qui disent oui, mais si on les récupère, on en fabrique moins, donc elles seront plus chères. Mais eux, ils disent on pourra faire plus de lancements. On va voir qui a raison. Pas plus tard que ce matin, ils ont lancé un satellite indonésien qui s'appelle Merah-Putih et ils ont récupéré l'étage. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier étage de type Block 5, c'est la dernière version, qui a été réutilisé. Et le temps entre la récupération de cet étage et sa réutilisation n'a été que de 3 mois. 3 mois uniquement. Et le bloc 5 est prévu pour revoler plusieurs fois. Contrairement aux autres étages récupérés, tous les étages récupérés par SpaceX jusqu'à maintenant n'ont revolé qu'une seule fois. Tandis que le bloc 5, lui, il est prévu pour revoler plusieurs fois. On va voir. Mais déjà là, seulement 3 mois, c'est quand même assez extraordinaire. Alors après, il a des rêves un peu fous.
Il arrive quand même à faire des décollages toutes les 15 jours. Oui, en ce moment, c'est d'ailleurs, sur le plan logistique, c'est peut-être le défi le plus important. Disons qu'il a prévu cette année d'en faire 30. On est début août, il en est déjà à 20, c'est pas trop mal. Et ça, il a présenté ça il y a 2 ou 3 ans à un congrès international d'astronautique. C'est son lanceur martien. Oui, parce qu'il a toujours dans la ligne de mire son rêve de ses 15 ans. Mars. 42 moteurs. Depuis le pas de tir des navettes et des fusées Apollo. Vous avez vu la poussée ? 13 000 tonnes de poussée au décollage. Le lanceur faisant dans les 10 000 tonnes. Alors, ce n'est pas pour emmener juste 3 ou 4 astronautes. Là, il vise un tout petit peu plus grand, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de petits hublots. Il serait plutôt entre 100 et 200. Donc là, c'est carrément, on va installer une petite ville, un petit village, on va dire, sur Mars. Et bien sûr, vu que c'est SpaceX, il est hors de question de jeter l'étage. Il redescend. Alors ça, c'est des images de synthèse, c'est un projet. Quand il a présenté, beaucoup de gens disent non, là il va trop loin, etc. Ceci dit, il avait déjà construit un réservoir en fibre de carbone pour tester certaines des technologies. Retour sur Terre. Après tout, il le maîtrise, il l'a démontré. En revanche, là, ça s'est gonflé. On se posait exactement sur le pas de tir. Tant qu'à faire, on va pas partir avec l'eau de carburant dès le départ. On prend une autre petite navette, l'autre attend en orbite. Celle-là, c'est du pur carburant et c'est celle-ci qui va aller alimenter celle qui est en orbite et qui pourra partir plus facilement vers Mars. Parce que vous savez que le gros problème pour aller vers Mars, enfin un des gros problèmes, il y en a plusieurs, c'est qu'il faut énormément de carburant pour partir de Terre et aller jusque sur Mars. Une des idées est en fait d'assembler un vaisseau en orbite terrestre ou de l'alimenter en carburant en orbite terrestre, c'est-à-dire qu'il partirait un peu plus léger pour que ça soit plus facile, et un deuxième viendrait ravitailler ce vaisseau qui partira vers Mars. Et bien sûr, le vaisseau citerne est récupéré, on ne jette rien avec SpaceX. Et on est parti. En revanche, on est sur un voyage vers Mars classique, c'est-à-dire de plusieurs mois. Il n'y a pas de propulsion exceptionnelle pour aller plus vite. Elon Musk a reconnu lui-même qu'il était peut-être allé trop loin dans ce concept, c'est-à-dire le vaisseau est trop gros, il y a trop de problèmes à résoudre avant d'y arriver. Ils ont même fait un test de réservoir donc en fibre de carbone jusqu'à la rupture, qui a été considéré comme un succès, puisqu'en fait le réservoir s'est cassé au moment où ils l'avaient prévu. Donc trajet interplanétaire, et quand on arrive sur Mars, on se freine à la fois en bouclier thermique et à la fois en rétropropulsion. Ah, vous avez vu, il y a un sacré hublot devant pour voir l'arrivée sur Mars. À mon avis, là, les ingénieurs, ils ont toussé quand ils ont toussé. C'est pour le nombre de personnes ou pour le hublot ? Pour les deux. On rentre dans l'atmosphère de Mars, bouclier, et on finit en rétropropulsion. Alors la rentrée sur Mars comme ça, c'est juste une rentrée un peu classique comme on avait entre autres avec la navette spatiale américaine. C'est plutôt la fin qui est nettement plus originale. Et on arrive. Ça, c'est la vision. Après, il a revu sa copie, un petit peu... Alors oui, il pense qu'on peut terraformer Mars aussi, mais ça, c'est un autre débat. C'est son dada. Une Mars habitable pour le futur de l'humanité. Bon, il a revu sa copie, il a fait un lanceur plus petit, enfin, si on veut dire, 106 mètres de haut. Capable de lancer des satellites ? Pourquoi pas ? Pour vous donner une idée, 106 mètres de haut, c'est juste un immeuble de 30 étages. 3 fois rien. La partie supérieure pourrait aller vers la Station spatiale internationale. Un peu gros quand même, mais bon. Okay. Mais aussi, on peut aller sur la Lune. Pourquoi pas ? Après tout, la NASA veut retourner sur la Lune, donc hop. Mais c'est Elon Musk, il n'a pas oublié ses envies martiennes, voire même... Alors, je précise, cette image a fait beaucoup de bruit, il a fait plusieurs tweets, il a dit « Attendez, c'est une image d'artiste, c'est pas ce que je vais faire. »
Donc bon, là c'est un rêve, il l'a dit lui-même. Mais le futur immédiat pour SpaceX, c'est ça. Transporter les astronautes de la NASA avec le Crew Dragon. Parce que figurez-vous que la NASA ne confie pas au secteur privé que les cargos. Elle leur confie aussi le transport des astronautes de la NASA. Et donc ils vont faire ça avec le Crew Dragon. Voilà l'intérieur. Depuis 2011, la NASA, les Américains d'une manière générale, sont obligés de taper à la porte des Russes pour dire « Coucou, est-ce que vous pourriez nous emmener là-haut dans l'ISS ?» Ça, honnêtement, les Américains, ça faisait un petit peu quelque temps, ça leur, on va dire, défrisait les moustaches. Donc ils ont décidé d'accélérer la cadence, si possible, pour remplacer la navette spatiale. Il y a eu une compétition, différentes entreprises privées se sont affrontées, privées et publiques. Et parmi les gagnantes, il y a bien sûr SpaceX, puisque c'est un dérivé de la Dragon, de la capsule, où ils maîtrisent déjà pas mal de choses. Et ils ont décidé de faire la Dragon Crew qui est habitée. Il devrait y avoir un test avant la fin de l'année inhabité en revanche. Ils ont déjà fait des tests d'éjection de pas de tir. Imaginez si le lanceur explose, il faut que la capsule puisse s'en aller. Donc c'est ce qui est testé ici, avec l'eau. Et voilà. Ça va être un sacré parcours là-dedans. Ceci dit, si ça arrive, vous allez prendre quelques jets, donc c'est-à-dire qu'on fait plusieurs fois son poids. C'est peut-être pas forcément très confortable, mais vous êtes vivant. Ça va balancer un peu. Alors on évite de manger avant. Et on redescend sous parachute. Et ça devrait bientôt se faire, puisque la NASA a récemment, il y a quelques jours avant le Festival de Florence, ils ont annoncé les premiers équipages sur les vaisseaux privés. Donc là, vous avez ici, sur cette partie-là, 2 x 4 qui iront sur SpaceX. Et vous avez ici ceux qui iront sur le Boeing, sur le Starliner de Boeing. Parce que SpaceX n'est pas le seul à avoir gagné un contrat avec la NASA pour transporter les astronautes. Il y a aussi Boeing, le Old Space qui fait du New. Ben oui, parce que c'est une vieille compagnie. Et là, ils n'ont pas laissé passer le cap. Ils ont raté le coup du cargo. Ils se sont dit non, pour l'équipage, on y va. Donc, ils font quoi? Une capsule classique qui est construite au Centre spatial Kennedy. Alors, regardez le hangar. Il a une forme un peu bizarre pour une capsule. Tout simplement, c'est un des hangars qui servait pour l'assemblage des navettes spatiales. Et ça, c'est le passage de sa petite dérive. Hop. Et ça construit, ça y est, les capsules sont en cours de construction. Les vols devraient en théorie se faire l'année prochaine. On teste les capsules intérieures. Ça se pilote avec des sortes d'iPad géants, mais il y a toujours des boutons de contact. Le lanceur qui est envisagé, l'Atlas V, qui a un défaut en revanche, en bas, c'est 2 moteurs russes. Un moteur russe, pardon. Mais bon, personne n'est parfait. Alors, vous remarquez que dans ces nouveaux accès à l'espace, on n'est plus du tout sur le principe d'une navette spatiale. On revient comme du temps d'Apollo ou du Soyouz, c'est-à-dire qu'on prend le système capsule. Il s'avère que c'est ce qui est le moins fragile et qui permet de ramener les gens beaucoup plus facilement avec le plus de sécurité. Et SpaceX comme Boeing ont déjà annoncé que les capsules pourraient faire plusieurs vols, à nouveau pour faire des économies. Boeing a mis au point une nouvelle combinaison spatiale. Oui, parce que les anciens scaphandres, si vous avez vu les scaphandres des astronautes actuellement, c'est un petit peu compliqué. D'abord, ils sont dedans, il a une espèce de forme où c'est tiré sur l'avant, il marche comme ça, avec le respirateur, c'est pas très confortable. Là, on s'est dit, dans le fond, il faut quand même être un peu plus cool, on améliore les choses, un peu plus de la fashion victime, et on a une belle combinaison. Alors là, on est au centre spatial, on est sur la Cape Canaveral Air Force Station, à côté du centre spatial Kennedy, et on modifie le pas de tir pour que l'équipage accède à la capsule. Mais ce n'est pas le seul privé important. Boeing, c'est le vieux qui fait du neuf, on peut dire. SpaceX, c'est celui qui a vraiment bougé les limites, mais il y en a un qui est plus discret et qui n'est pas moins important, c'est Blue Origin. Et à la tête de Blue Origin, vous avez quelqu'un que vous connaissez, qui a peut-être livré des colis chez vous. C'est monsieur Jeff Bezos. Qui connaît Jeff Bezos? Ouais, il a fondé Amazon. Vous savez, le truc qui vend tout. Sauf qu'on oublie une chose, Jeff Bezos, il est né en 1954 et il a une formation d'ingénieur. Je dis bien d'ingénieur. Et quand il était étudiant, il faisait partie de l'association SEDS, Students
for Exploration and Development of Space, les étudiants pour l'exploration et le développement du spatial. Et en fait, c'est un frappadingue de spatial. Donc, dans son coin, sans rien dire à personne, il a développé des petits machins qui décollent et qui atterrissent. Ce genre de truc-là, ça vous rappelle peut-être le DCX. Il est allé récupérer des morceaux d'Apollo au fond de la mer, parce que c'est un vrai passionné d'Apollo. Ça, c'est un morceau du Saturn V, d'Apollo 11. Et il a développé le lanceur New Shepard pour faire du tourisme suborbital. Il y a 5 à 6 places là-haut. Oui, parce que pour l'instant, c'est son objectif. C'est pas aller vers l'ISS, pas aller vers la Lune, mais son premier objectif, c'était du suborbital. Alors, qu'est-ce que c'est que le suborbital? Tout simplement, c'est emmener des passagers, comme vous, comme moi, à un peu plus de 100 km d'altitude, voir la Terre, voir la rotondité de la Terre, passer 4-5 minutes en apesanteur et redescendre. Alors, comment ça va se passer? On va vous montrer. Alors, c'est un vol un peu particulier. Là, ils ont fait un test d'éjection de la capsule pour être sûr qu'en cas de problème sur le lanceur, ils sauvaient les clients qui seront là-dedans. Donc, un petit lanceur, il doit faire une vingtaine de mètres de haut. Et c'est intégralement développé en interne par Blue Origin, sans aucun dollar venu de la NASA. Ceci dit, avec Amazon, je crois qu'il a quelques dollars. Un petit peu. Et là, ils vont séparer la capsule du lanceur pour simuler un accident. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà. Hop. Et le lanceur survit. Alors, dans un vol normal, la capsule aurait été larguée plus haut, les gens auraient vu l'espace et tout. Et le lanceur revient parce que on fait comme SpaceX, on réutilise, on ne veut pas jeter à chaque fois. Donc la capsule revient sous parachute. Voilà, 3 beaux parachutes. Ils ont fait un test avec seulement 2 parachutes pour être sûr que c'était bon. Donc dites-vous bien, c'est développé intégralement en interne. Et par une personne qui encore a eu des rêves et une passion pour l'espace très jeune. Et donc il a mis les moyens, c'est-à-dire que il a essayé de faire de l'argent, il le dit, il a essayé de faire de l'argent pour pouvoir se payer le plaisir d'amener des gens dans l'espace. Il a réussi avec Amazon. Et le retour du lanceur qui est assez impressionnant, il tombe, comme un premier étage de Falcon 9, et on allume. Regardez comme il arrive à freiner. On sort les petites pattes. Et on se pose en douceur. Quand même impressionnant. Alors cet été, c'était l'année dernière, en octobre, il y a un journaliste spatial américain qui a demandé à Jeff Bezos quel était le modèle économique de Blue Origin. Parce qu'il dit, ça fait plus de 10 ans que vous développez ça, vous n'avez rien vendu. Rien. Il a eu un moment quelques millions de dollars à peine de la NASA pour avoir développé un petit système de support vie, c'est tout. Donc en gros, c'est comment vous faites? La réponse, elle est simple. Voilà. Après tout, il a des sous. Donc... maintenant qu'il en a accumulé suffisamment, dès qu'il a besoin d'un peu d'argent, un peu de cash, pouf, on vend 1 milliard d'actions. Sa fortune personnelle est estimée à 160 milliards de dollars. Donc il peut encore tenir un peu. Je veux dire, Elon Musk, c'est un pauvre à côté. Alors qu'est-ce qu'il va vendre? Il va vendre ça. Ça, c'est un clip de pub. Il ne donne pas le prix encore. Voilà, c'est sympa. Bienvenue au Texas. Décoller à bord de notre New Shepard, super cool. Pour ça, c'est accéléré. Et ce qu'il vend, c'est les plus grandes vitres dans un vaisseau spatial. Voilà, ce que vous allez voir. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir, tranquillement installé, à boire peut-être du champagne Mum. Ouais. Puisque Mum a décidé de faire un champagne qui pourrait se boire en apesanteur. Alors il ne vend pas que des places, il ne vendra pas que des places, il vendra aussi des places à bord de la capsule pour faire des expériences en apesanteur, plusieurs minutes. Bon, certains disent que ça ne tient pas debout, c'est-à-dire qu'il va perdre de l'argent. Ma foi, peut-être pourquoi pas, mais il ne veut pas faire que ça. Voilà, il va s'installer, et il est en train de s'installer en Floride,
avec un autre lanceur qui s'appelle le New Glenn. Shepard, Glenn. Ce sont des noms d'astronautes qui ont fait tout le programme Mercury, Gemini et Apollo. John Glenn et Alan Shepard. Et c'est pas fini parce qu'il a encore une petite idée. Voilà. Donc New Shepard, pourquoi? Pour Shepard qui a été le premier américain à faire un vol suborbital. Donc le New Shepard, il sert pour du suborbital. Glenn, le New Glenn, c'est un lanceur orbital pour lancer des satellites. Et John Glenn est le premier américain qui a fait un vol orbital. Alors il ne faut pas croire que c'est juste des belles images. Là on est en Floride, il annonce ce qu'il va faire. Le monsieur qui est là tout content, chauve, qui applaudit, comme d'ailleurs Jeff Bezos, il applaudit parce que c'est le gouverneur de Floride. Donc Jeff Bezos est en train de lui annoncer « Je vais créer 800 emplois chez toi ». Donc bon, forcément, il applaudit. On développe le moteur, ça c'est le BE4, c'est le moteur du New Glenn, et on fabrique le grand hangar. On est en Floride, regardez la taille du truc, et ça progresse. Taille des voitures. Voilà. Vous reconnaissez le VAB, ça c'est le grand bâtiment de la NASA. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Eh bien, il va utiliser le lanceur New Glenn. C'est un lanceur assez gros, on va voir après. Et à nouveau, c'est du récupérable, vous allez voir, regardez. Petite patte d'atterrissage. Les ailettes. En fait, chacun de leur côté, ils avaient décidé qu'il fallait récupérer. Donc chacun a travaillé sa méthode, qui finalement est sensiblement la même. Et ils récupèrent tous les deux leur premier étage. Le New Glenn est un lanceur annoncé par Jeff Bezos comme ayant la performance d'Ariane 5. En gros, 10 tonnes sur orbite de transfert géostationnaire. Moi, je veux bien, mais j'ai un petit problème avec ça. Ariane 5, le New Glenn. D'accord. Alors, bon, si avec un truc comme ça, il fait juste ça, soit ses ingénieurs sont très mauvais, soit il ne donne pas toute la performance de son lanceur. J'ai un petit problème à le croire. Je sais bien qu'il faut récupérer. Ok, il faut récupérer, donc on perd du carburant, on perd de la masse. Mais c'est presque la taille d'une Saturn V. Donc bon, pour moi, il y a un petit souci. Donc je pense n'oubliez pas, c'est une société privée. La NASA est obligée de tout dire. C'est une administration fédérale, il y a le Free Information Act, n'importe quel citoyen américain peut demander les documents officiels de la NASA. Blue Origin comme SpaceX, c'est une société privée. Ils ont le droit de ne pas donner leur plan marketing. Donc là, il y a, pour moi, et d'ailleurs, il a un projet supplémentaire, qui est celui-là, et je vous laisse deviner comment s'appelle le prochain lanceur. On est sur la Lune. Voilà. C'est le New Armstrong, qui, comme de par hasard, sera encore un petit peu plus performant. Voilà, donc, mais on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, mais clairement, il veut se positionner comme celui qui va peut-être vendre de la prestation cargo à la NASA. Alors, on va un petit peu accélérer parce qu'on a un chouïa en retard. Juste vous dire que Blue Origin et SpaceX, c'est les deux arbres qui cachent la forêt. Ce n'est pas les seuls à faire du privé dans l'espace. Vous avez les constellations de satellites pour des télécoms, pour d'observation de la Terre, et des petits satellites. Ça, c'est un satellite. Et il y en a même qui sont plus petits, qui tiennent dans la main. Les petits CubeSats, c'est 10 cm par 10, donc ce sont des tout petits cubes, mais l'avantage c'est que c'est léger et on peut en placer énormément pour se mettre soit en parallèle, et travailler ensemble, soit faire des petites actions. Vous avez Virgin, créé par M. Richard Branson, Virgin Orbit, un petit lanceur amené en altitude par un 747. Donc en gros, ça c'est un premier étage qu'on récupère. Donc là, c'est le marché des petits satellites, pas cher, pourquoi pas. Mais Virgin, c'est aussi le concurrent de Jeff Bezos pour le tourisme spatial. La solution est très différente. C'est un avion, fusée,
porté par un avion plus grand. Ça fait des années et des années qu'ils essayent. Ils ont eu un accident, comme mon épouse vous a dit au début, ils ont eu un accident mortel avec mort d'un des 2 pilotes d'essai, puisque les ailes se sont repliées au mauvais moment. Ils ont vendu des places. Eux, le tarif est connu, c'est 250 000 $. Vu que c'est Richard Branson qui sait faire du marketing, toutes les célébrités de Hollywood ont déjà acheté une place. Je ne sais pas s'ils voudront toujours voler après. Ça, on verra. Et voilà comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est très différent du New Shepard. On largue l'avion, le petit avion ici. Hop, ça bouge quand même. Voilà. On allume. Ah, ça secoue. En gros, vous êtes dans un espèce de machin en plastique avec un très très gros pétard au derrière. L'avion est vraiment en plastique, c'est des matériaux composites à base de plastique. Moi, personnellement, c'est pas un truc qui me tente. Autant il y a des choses qui me tentent, mais alors ça... Ça bouge. Alors moi, j'ai peur de l'avion déjà. Alors là, bonjour Richard. C'est Richard Branson. Il a dit qu'il serait dans les premiers vols. Voilà les pilotes. Et là, on va développer les fameuses ailes. Regardez son apesanteur là. Et voilà, les fameuses ailes, clac, à angle droit. Bon, vous voyez que ça secoue quand même un peu. Donc, pour l'instant, ils ont fait un 3e test avec le Spaceship Two il y a quelques jours. Monté à 50 km. Ils sont montés à 50 km. L'objectif est 100 km. Pour l'instant, ils ont plafonné à 50 km. Il y a encore un peu de travail. Alors que le New Shepard de Blue Origin est monté déjà à 100 km. Après, il y en a un autre qui a pris l'idée du gros avion comme ça. Ça, c'est Stratolaunch. Ah oui, ça fait un peu bizarre quand même. C'est 2 747 qui ont été refaits. Le but, c'est d'avoir un lanceur au milieu. Voilà. Il y a un lanceur ici. On décolle, on largue le lanceur, satellite. Le lanceur, il est perdu, mais le gros avion, il revient. Le monsieur qui est derrière ça, c'est Paul G. Allen. C'est lui qui a financé le Spaceship One. Paul G. Allen, ça vous dit rien. Est-ce que quelqu'un connaît Paul Allen ici? Il y a des informaticiens? Oui. C'est le cofondateur de Microsoft avec Bill Gates. Il a des sous. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. En tout cas, l'avion est construit et il devrait prochainement voler. Un autre du New Space, Peter Beck, néo-zélandais. Lui, c'est un tout petit lanceur pour des petits satellites. Pourquoi pas? Bon, l'idée ne doit pas être si mauvaise parce qu'il a été racheté par les Américains. Et du coup, les vieux, on va dire, ils prennent le son. United Launch Alliance. Derrière ces 3 lettres, vous avez Boeing et Lockheed Martin. Leurs lanceurs de demain, les réacteurs, les moteurs ici, on les récupère sous parachute avec un hélico. Ok. On va voir, pourquoi pas. Et figurez-vous que les Chinois, aussi. Les Chinois ont décidé que, après tout, si les autres le faisaient, pourquoi pas eux? Donc ils se sont mis aussi, avec OneSpace, à faire un lanceur réutilisable. Ils en sont pour l'instant. C'est les tests. Là, ils font du lanceur à poudre. Il y a des dessins comme quoi il pourrait être réutilisable. On va voir ce que ça va donner. Il ne faut pas croire que l'Europe fait rien. L'Europe essaye de réagir, avec notamment Ariane 6. Alors on a un petit film européen. Je vous demande d'être gentil. Vous allez voir qu'on a encore des petits progrès en matière de com à faire. Alors là, ça va, de la musique. Ariane 6, belle image de synthèse. Ça, c'est ce qui va réagir face à SpaceX, notamment. Là, déjà, on est un peu plus dans l'européen. Alors, je te dis, c'est comme ça. Oui, là, non, là, à ce on en a fait. Non, là, c'était là. C'est quoi cette couleur? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prévu le café? Ce n'est pas Emmanuel Macron. Et ça alors, après avoir dit que le récupérable n'était pas intéressant, étant donné que Blue Origin et SpaceX sont plutôt en avance là-dessus, on s'est dit qu'on pouvait peut-être le faire. Mais on va plus loin parce qu'avec Callisto et Prometheus, on espère faire un moteur en impression 3D. Ça, ce serait vraiment une avancée, un moteur à impression 3D. Bon, ceci dit, donc, on réagit. Pourquoi pas? On va tester si le réutilisable marche. Donc, on ne laisse pas tomber. Il y a d'autres initiatives partout dans le monde. Les Japonais, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça ne va pas prendre? Je ne sais pas.
Mais n'oublions jamais une chose, c'est que le spatial, c'est pas évident du tout. C'est un lanceur japonais qui s'appelle Momo 2. C'est le premier lanceur privé japonais. Maintenant, c'est vrai que ça fait rire, mais n'oublions pas, hein, dans le spatial, ils ont tous, et je dis bien tous, commencé comme ça. Donc, Privé comme État. Donc ça va être, je pense, très très intéressant de voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Vous avez ici, ce sont les deux derniers numéros qui parlent justement des vols habités et du New Space qui sont disponibles aux boutiques du festival. Et je vous invite à prendre un numéro qui est à vos dispositions, qui parle de Blue Origin, qui lui est gratuit sur la table à côté de nous. Merci beaucoup.